Bonjour et bienvenue sur ce tutoriel concernant App Inventor 2. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à des applications dites multiscreen, c'est-à-dire multi-fenêtres ou multi-page écran si vous voulez. C'est-à-dire que les applications vont pouvoir contenir entre 1 et 10 fenêtres et on va voir en détail comment passer d'une fenêtre à une autre et comment éventuellement passer non seulement d'une fenêtre à une autre mais en amenant un argument particulier comme un score, un pseudo, etc. d'une fenêtre à une autre ou plusieurs informations, une liste éventuellement d'informations. Donc nous allons, au travers d'un exercice concernant des tables de multiplication, mettre en œuvre ce concept d'application multi-fenêtre. On verra tout d'abord comment créer différentes fenêtres avec ce bouton Add Screen, éventuellement supprimer une fenêtre avec Remove Screen. On verra ici la liste de nos fenêtres disponibles. Et puis ensuite, dans Built-in, on ira sous contrôle pour obtenir différents comportements. Par exemple ici, ouvrir une nouvelle fenêtre en précisant son nom, screen 1, screen 2, etc. Ou bien ouvrir une nouvelle fenêtre et en précisant une valeur de démarrage, c'est-à-dire qu'on va passer une information d'une fenêtre 1 à une fenêtre 2, ou une fenêtre 3 à une fenêtre 6 par exemple. Et on verra comment, dans la fenêtre destination, la 6 par exemple, récupérer la valeur qui a transité d'une page à une autre. On verra comment fermer une fenêtre avec Close Screen, fermer une fenêtre et rendre un résultat à l'appelant, et comment également fermer une application globale avec Close Application. Donc il faut savoir que les écrans sont indépendants les uns des autres, c'est-à-dire que si vous avez mis une variable ou une information sur une page numéro 1, on ne peut pas récupérer l'information sur la page numéro 2. Il faut faire transiter des données d'une page à une autre. Donc on ne peut pas faire référence sur screen 2 à un élément qui est présent sur screen 1 par exemple. On peut passer des arguments, par contre, d'une screen 1 à une screen 2 à l'ouverture ou d'une screen 2 à une screen 1 à la fermeture en renvoyant un résultat. Donc je vous propose de mettre en œuvre tout de suite ce concept d'application multi-fenêtre au travers d'un exercice assez simple, projet numéro 8 concernant les tables de multiplication. L'idée c'est de proposer à l'utilisateur de saisir ici la table qui lui convient, table de 5 dans notre exemple, de cliquer sur un bouton pour faire afficher sa table et donc d'appeler une seconde screen par laquelle on va faire transiter une information, donc en l'occurrence ici la table de combien on souhaite, la table de 5 dans notre exemple, et dans cette seconde screen, deuxième fenêtre, faire une boucle, ici ça sera une boucle for each, on verra en détail comment on s'en sert, pour faire afficher une table de 1 à 15, et bien sûr concernant la table numéro 5. Ici, si je demande la table numéro 8 ou 12 ou 127, j'aurai l'affichage de la table voulue. Avec un petit rappel, vous avez demandé la table de 5, on fait afficher l'information, et quand on clique sur fermer cette fenêtre, ça rappelle automatiquement, ça en renvoie plutôt à l'appelant automatiquement. Donc c'est pas à nous de gérer la transition en disant je suis passé de la 1 à la 2 et là quand je ferme je dois rappeler la 1, je referme et automatiquement quand je fais close screen ça rappelle l'appelant, la fenêtre précisément qui a appelé la fenêtre sur laquelle on se trouve. Donc on va pour cela utiliser un argument provenant d'une autre fenêtre, effectivement, de la 1 à la 2, utiliser une boucle for each, ici pour effectuer le calcul et l'affichage de la table, et puis voir comment on fait pour ouvrir une fenêtre, fermer une fenêtre, et éventuellement fermer une application globale un peu plus tard. Eh bien, rentrons tout de suite dans le vif du sujet, c'est-à-dire que l'on va passer sur le navigateur Firefox et aller créer notre application. Donc pour cela, on va sur App Inventor avec l'URL AI2 appinventor2.appinventor.mit.edu. Donc moi je suis théoriquement déjà connecté, mais vous aurez peut-être à vous reconnecter avec login et mot de passe. Ce sont vos login et mot de passe de chez Google. Ça prend un petit peu de temps et puis il va vous charger tous vos projets si vous en avez déjà. Donc sinon, si vous arrivez pour la première fois, vous allez faire Start New Project pour créer un nouveau projet. Donc voilà, il vous remet aussi un message assez souvent pour vous dire que... Alors il faut remonter un petit peu là, si c'est descendu dans l'ascenseur, pour vous dire quelles sont les nouveautés, s'il y a un nouveau compagnon, en l'occurrence ici il y en a un qui est sorti récemment, et puis avec des nouvelles fonctionnalités. On continue sur cliquer, là c'est un ancien projet, donc je vais faire ici Project, Start New Project.
Je vais appeler ça exo numéro 8 concernant les tables de multiplication. Exo 8, table multiplication, et je valide. Pour arriver sur un espace vierge, donc je vais commencer par changer le nom ici. Au lieu de screen 1, je vais appeler ça table de multiplication. Table de multiplication. Je valide. J'observe bien effectivement ici que le titre a changé. Table de multiplication. OK. Et donc, qu'est-ce qu'il nous faut? Alors, tout d'abord, un textbox. Textbox ici pour saisir l'information, la table de combien on souhaite. Donc, par exemple, ici, je vais commencer par élargir avec fill parent pour que ce champ-là soit aussi large que la fenêtre. Je peux mettre une information permanente, par exemple, je tape 5, ça sera préenregistré, la table de 5, comme ça on n'a pas à le retaper, mais on pourra changer. Je vais dire que c'est un peu petit, je vais passer à 20 par exemple en taille. Et puis je vais créer un autre bouton qui sera ici, le bouton pour appeler, afficher cette table de multiplication. Donc là, afficher cette table. Je valide, là aussi je peux faire le bouton aussi large que la fenêtre. Et puis écrire un peu plus gros, à 20 aussi, mettre en gras par exemple. Bon, ensuite, on a notre look, donc là on est bien sur notre première fenêtre, on est bien sur screen 1, la fenêtre de départ, on n'a qu'une seule fenêtre pour le moment de disponible. Donc là on a l'essentiel de nos composants pour la screen numéro 1, la première fenêtre. On pourrait s'arrêter là, bon moi j'ai souvent par habitude de changer un petit peu les boutons, les noms des composants, donc je vais le faire ici par exemple le bouton 1, ou le laisser tel quel, on peut, hein, ça marcherait très bien, mais je préfère le renommer et mieux expliquer à quoi il sert. Donc c'est le bouton pour afficher la table, donc ça veut dire que quand on sera dans la partie blocks tout à l'heure, on repérera mieux ce bouton-là. Bouton afficher table, et même chose ici le réceptacle qui va récupérer la valeur que va saisir l'utilisateur, le textbox 1, au lieu de le laisser comme ça, je le renomme et je donne un nom un peu plus approprié. Je laisse toujours le nom du composant, textbox, mais je vais dire que ça c'est la boîte de saisie par exemple, ou la table choisie comme vous voulez. Donc admettons table voulue, table choisie, table désirée, bon peu importe. Admettons table désirée. Textbox, de la table désirée, et on valide. Ça n'a rien changé de particulier pour le look de l'IHM, c'est toujours pareil, mais quand on sera tout à l'heure dans les blocks, on repérera plus facilement ces composants. Bon, il n'y en a que 2 ici, mais c'est toujours intéressant de commencer à prendre des bonnes habitudes pour pouvoir plus tard bien repérer, si on a 10 boutons, savoir à quoi correspond chacun des boutons. Donc à partir de maintenant, on va créer notre deuxième screen. Donc là, très facilement, on va aller cliquer sur Add Screen ici. Donc il faut savoir quelque chose, c'est que une fois qu'on a donné un nom à une screen, on ne peut plus le changer. Donc quand on va cliquer sur Add Screen, il va nous proposer par défaut la screen numéro 2, screen 2. On peut très bien valider, c'est ce qu'on va faire ici, ou on pourrait changer son nom en appelant ça page 2, fenêtre 2, ou un nom personnel que vous voulez. Une fois qu'on l'a saisi, on ne peut plus modifier ce nom-là. Peut-être plus tard dans les nouvelles versions on pourra le faire, mais actuellement c'est une petite limite. Et une autre limite aussi, il faut savoir qu'on a droit à 10 fenêtres maximum dans une application. Et il y a une autre limite qui dit que la version packagée, la version finale de votre projet, l'APK, ne peut pas faire plus de 5 mégaoctets en théorie. Ça fait un petit peu plus des fois, mais c'est les deux limites qui sont connues sur App Inventor 2. Le nombre de screens maximum 10 et la version packagée finale pas plus de 5 mégas. Donc là je vais laisser screen 2, peu importe. On sait bien qu'on aura ici que 2 fenêtres, de la 1 à la 2, donc c'est pas gênant de laisser screen 2. On valide. Et donc on va repérer dans ce menu ici qu'on va bien passer au bout du moment dans 2 fenêtres. On est bien sur la screen 2, donc là il faut savoir sur quelle screen on est. On est sur la 2 actuellement. Et donc je peux comme ça passer d'une screen à une autre, donc revenir sur celle où je travaillais précédemment, et là aller sur la deuxième pour dire voilà ce qui va se passer quand on va arriver sur la deuxième screen. Donc je reviens sur la 1 parce que maintenant je vais travailler sur la partie blocks de cette screen là pour dire voilà ce qu'il faut faire quand l'utilisateur va cliquer sur ce bouton là.
Donc là, pour passer sur le noyau fonctionnel, la partie événementielle, on va cliquer sur Blocks de la screen 1. Et donc là, on repère nos boutons, nos composants de tout à l'heure. Donc textbox, table désirée, ça c'est la textbox, la boîte dans laquelle l'utilisateur va saisir son information. Il voudrait la table de 5, 8, 12, etc. Et le bouton sur lequel il veut cliquer. Donc ce qui nous intéresse dans le bouton ici, c'est de repérer le clic, tout simple. Donc je vais prendre cet objet-là et je m'intéresse ici à l'événement, l'utilisateur a cliqué sur ce bouton. Qu'est-ce que je souhaite faire? Je voudrais envoyer l'information qui est dans le textbox à la fenêtre numéro 2. Donc là, je dois aller repérer le contenu de la textbox, c'est l'élément textbox, et puis quelque part dans l'ordre alphabétique, ici on a texte. Donc textbox table désirée.text, ça contiendra la table choisie. Mettons 5 dans mon exemple. Et donc là, on va aller chercher dans built-in, repérer contrôle, et dans contrôle, on a deux possibilités pour faire transiter une information, enfin, appeler une fenêtre toute simple ici, screen 2, j'ouvre la fenêtre numéro 2, 3, 4, etc. Ou ici, je fais appel à une fenêtre en lui passant une valeur. C'est ça qui va nous intéresser ici. On prend cet objet-là. Et on va dire, donc j'appelle la fenêtre numéro, donc la screen 2. C'est sensible à la casse, donc je vais aller chercher un texte et écrire exactement la même manière que je l'ai saisi tout à l'heure. Enfin, moi je ne l'ai pas saisi, j'avais simplement confirmé screen 2. Donc là, screen 2, c'est bien le nom de ma deuxième fenêtre ici, screen 2, avec S majuscule. Et je lui passe comme start value, comme valeur de démarrage, l'élément qui est saisi par l'utilisateur. C'est tout ce qu'on a à faire dans la partie noyau fonctionnel, le blocks concernant la screen numéro 1. À présent, je vais travailler sur la screen numéro 2, donc je change ici de fenêtre, je passe à screen 2, et puis dans le designer, je reviens un petit peu sur le titre par exemple qui s'appelle screen 2 ici, je peux le changer en disant affichage de la table par exemple, affichage de la table, je valide, et puis je vais proposer ici un label, afficher un label, donc je prends un label que je pose ici, qui sera une sorte de rappel. Quand on va arriver sur cette page-là, je vais réexpliquer à l'utilisateur, vous avez choisi la table de telle valeur. Donc là, je vais passer en 20, par exemple. Et puis, donc, on voudrait que ça s'affiche ici, vous avez choisi la table. Mais ça doit se faire dynamiquement. C'est-à-dire que c'est pas au moment où l'utilisateur va cliquer sur un bouton, c'est dès qu'on va arriver sur cette table-là, sur cette page-là, pardon, sur cette screen numéro 2, que ça doit s'afficher. Donc on va passer directement dans les blocks, parce que là, on n'a pas d'autres informations à ajouter. Sinon, on en rajoutera une tout à l'heure pour faire vraiment l'affichage de la table, mais pour le moment, ça suffit juste pour faire un premier essai de transition d'une page à une autre. Et on a besoin de récupérer ce label ici. Alors, je vais peut-être le renommer label affichage, par exemple, ou label rappel, sous-entendu rappel de la table. On comprendra que c'est un feedback que l'on donne à l'utilisateur en disant ici, vous avez choisi la table de quelque chose. Donc on revient dans les blocks et il faut essayer d'expliquer à l'application que c'est dès qu'on arrive sur cette page que quelque chose se passe. On n'attend pas que l'utilisateur clique sur un bouton ou quoi que ce soit. Donc on va cliquer sur Screen 2 et là on doit chercher quelque part Screen Initialize, ça veut dire à l'initialisation de cette page, à l'ouverture si vous voulez de cette page, dès qu'on arrive sur la page, on doit commencer à faire quelque chose. Et ce quelque chose, ça va être écrire dans le label, donc le label rappel table.text, je set sa valeur, donc je redéfinis sa valeur comme étant un join, donc un join c'est une concaténation, je clique sur texte, je vais chercher quelque part join, une jointure, un joint entre du texte fixe et du texte variable. Donc le texte fixe, ça va être par exemple, vous avez choisi la table 2, un petit espace, 2 points, encore un espace pour que ça ne soit pas collé à la suite. Et l'élément ici qui va être variable, c'est ce que je récupère de la page 1 à la page 2. Donc on va aller dans Contrôle et chercher quelque part un Get Start Value. Quelle est la valeur de départ que l'on reçoit provenant de la page précédente.
Voilà, si ça fonctionne, quand on passe de la 1 à la 2, on devrait avoir ici, donc on revient sur la screen 1, dans le designer. Si je mets ici 5, ça devrait m'afficher dans la deuxième screen. Automatiquement ici, vous avez choisi la table numéro 5. La table de 5. On va se remettre sur la screen 1 et puis on va tester ça en n'oubliant pas de lancer le logiciel, le petit utilitaire en tâche de fond qui s'appelle AI Starter. Donc là, je cherche AI Starter sur mon ordinateur. Donc moi, il est ici, AI Starter. Il doit nous afficher une fenêtre DOS en nous mettant l'adresse sur laquelle il va travailler, 127.0.0.1 sur le port 8004. Bon, peu importe, cette fenêtre doit tourner en tâche de fond, on peut l'iconifier pour faire le lien entre soit notre réel smartphone qu'on va connecter en USB, soit notre émulateur. Donc là, je vais utiliser plutôt l'émulateur, comme ça on verra sur l'écran ce qui se passe. Donc je vais envoyer mon projet vers l'émulateur, Connect Emulator. Là, ça peut être un petit peu long parce qu'il va faire une vérification du composant, du compagnon, qui est le petit logiciel qui est sur le smartphone ou sur l'émulateur, qui fait le lien entre notre page qui est dans le cloud chez Google et notre projet qui est sur le cloud et notre page ici, notre émulateur ou notre device qui est soit une tablette Android ou un smartphone Android. Donc là, on déverrouille avec la souris en cliquant et en allant vers la droite sur le cadenas. Et il essaie d'injecter, au bout de quelques secondes, ce projet dans l'émulateur. Là, je pense qu'il va me dire qu'il y a une nouvelle mise à jour qui doit être faite. Parce que le composant compagnon ne doit pas être à jour ici. Il doit être la version 2.35. Si, ça a l'air de marcher quand même. Donc ça fonctionne. On a bien ici ma première page. Quand je vais cliquer sur afficher cette table, alors c'est la table de 5, ça devrait transiter sur la page numéro 2 et nous montrer, donc vous avez choisi la table de 5. Effectivement, on va vérifier en revenant sur screen 1. On va demander autre chose. Ici, la table de 12, je valide. Vous avez choisi la table de 12. Ok, le comportement fonctionne bien. On a bien ça ici qui est le screen initialize qui récupère. Vous avez choisi la table 2 et le get start value qui récupère l'information qui a transité d'une page à une autre. Donc là, on a fait une première partie du travail. Maintenant, ce que l'on voudrait faire, c'est réellement afficher la table de multiplication. Donc on va continuer à travailler dans ce screen initialize en disant maintenant je vais faire une boucle qui va aller de ce que je veux, de 1 à 15 par exemple, et afficher une fois 1, 2 fois 1, enfin une fois la valeur choisie, 2 fois la valeur choisie est égale à telle valeur. Donc pour faire afficher le résultat de mon petit calcul, je dois retourner dans Designer, et en dessous de mon label, je vais utiliser encore une fois un textbox. Mais attention, là on détourne un petit peu l'usage traditionnel du textbox. Parce que comme son nom l'indique, le textbox, c'est une boîte dans laquelle on va rentrer du texte, le plus souvent en input, c'est-à-dire qu'on va demander à l'utilisateur de saisir quelque chose. Là on va un petit peu détourner son usage, on va s'en servir en output, en visualisation d'informations. Donc on va renommer ce composant-là, textbox, et je vais l'appeler affichage. Sous-entendu de la table. Affichage de la table, je peux laisser tout en entier. Textbox, affichage, table, je valide. Et ce que je peux faire, c'est interdire l'accès. L'utilisateur ne pourra pas saisir des informations dans cette boîte de manière malencontreuse. Donc en cliquant sur Enable, en décochant Enable, c'est-à-dire qu'il n'est plus disponible à la saisie. Et ce qui va être aussi intéressant, il me faut ici cocher multiline pour faire en sorte que ce textbox puisse être multiligne, donc afficher plusieurs informations ici les unes à la suite des autres. Je vais demander que la largeur soit aussi large que la fenêtre principale.
Et puis, voilà, maintenant on va partir sur la partie blocks et de l'autre côté, maintenant, expliquer ce qui se passe dans une boucle qui va tourner un certain nombre de fois. Donc sous App Inventor, on peut utiliser deux sortes de boucles. Donc quand on va sur Control de Built-in ici, on a une première boucle qui s'effectue avec un for each, et on va donner les informations de début, fin de boucle et le pas. Et une autre possibilité, c'est de travailler avec une boucle while, tourner tant que quelque chose est vrai. Donc ici, dans ce premier exercice, on va utiliser la boucle for each. On va l'accrocher ici en disant, donc, on va aller de 1 valeur de départ jusqu'à, admettons, 15 valeur finale, et avec un pas de 1, c'est-à-dire on passe chaque fois d'une valeur à la suivante avec une unité, c'est de 1 en 1, de 1 à 2, de 2 à 3, etc. Si on veut changer le pas en disant je vais de 1 à 100 avec un pas de 10 par exemple, ça ira de 10 en 10. Et donc ici on a le cœur de la boucle. Donc au cœur de la boucle, ce que l'on souhaite faire, c'est faire l'affichage au fur et à mesure de une fois la valeur choisie est égale à telle valeur, deux fois la valeur choisie, etc. 15 fois comme ça, automatiquement. Donc on va lui expliquer, chaque fois qu'on est au cœur de la boucle, il faut mettre à jour le textbox qui est l'affichage de la table. Donc on dit textbox, on va chercher son texte, set textbox text, le redéfinir comme étant un join qui va être une concaténation. Et là, il va y avoir plusieurs éléments, donc on va pouvoir ouvrir ici à chaque fois, cliquer sur la molette pour rajouter différentes informations si on en a besoin. Donc on va commencer à dire, le textbox, c'est déjà lui-même rajouter d'autres choses. C'est-à-dire que on va reprendre la valeur qui était contenue dans le textbox pour lui ajouter autre chose. Donc, on va chercher dans textbox la valeur textuelle actuellement. Qu'est-ce que contient déjà ce textbox? Je le redéfinis comme étant lui-même, ce qu'il contient actuellement, plus je vais faire afficher l'information, la ligne en fait, qui va chaque fois tourner automatiquement une fois, deux fois, trois fois, jusqu'à 15. Et pour que les données ne soient pas agglutinées les unes à côté des autres sur la même ligne et en quelque sorte assez illisibles, on va commencer par faire un retour à la ligne. Donc on va cliquer sur texte, on va récupérer du texte vide ici et demander anti/n, donc anti/ c'est Alt-GR 8 de votre clavier, et puis n qui veut dire new line, donc retour à la ligne, pour avoir chaque fois un retour à la ligne entre chacune des lignes qui vont s'afficher. Et puis ensuite, on va rajouter avec la molette ici un certain nombre d'informations. Donc on sait qu'on en a 5 ou 6 à rajouter. Donc je vais en mettre quelques-unes en plus et puis on verra ce dont on a besoin à chaque fois. Donc ça va composer notre ligne automatiquement. En fait, on veut le chiffre 1, 2, 3, 4, 5, ça c'est getNumber. Donc on va tout de suite le récupérer ici. GetNumber va s'afficher. Ce chiffre-là, on veut écrire ensuite multiplié par, donc là simplement du texte et puis la petite étoile. Dans le texte, on fait espace, étoile, espace, pour que ça soit bien séparé du numéro qui est avant et de l'information qui arrive après. Ensuite, une fois, alors la table 2, 5, 6, 7, etc., ça c'est dépendant de ce qu'a demandé l'utilisateur. Donc on va chercher ça dans getStartValue. CTRL-C, CTRL-V, on va l'afficher ici. Est égal, donc là, CTRL-C, CTRL-V dans le texte, et à la place du multiplier, on met le égal. Et il nous reste encore une entrée à rajouter, qui est la plus importante, en fait, c'est faire afficher le calcul mathématique de telle valeur par la boucle. Enfin, le compteur de la boucle, plus exactement. Donc, est égal à, là, on va aller chercher dans mathématiques à multiplier. Et on lui dit, fais-moi le calcul de ce qu'il y a actuellement dans la boucle, qui peut être 1, 2, 3, 4, etc., jusqu'à 15, multiplié par la valeur de la table getStartValue. Voilà, là on a notre boucle qui est prête et on va essayer de la tester. Pour tester notre application, on vient se repositionner sur la screen numéro 1 ici. On va
va passer donc en vérification sur l'émulateur de ce que ça donne. Donc la table de 5 est proposée, on va un petit peu changer. Je rentre dans la boîte et je vais dire, je voudrais par exemple, je tape au clavier la table de 9, je valide. Et effectivement, on voit bien, vous avez choisi la table de 9, cette phrase qui affiche ici, qui est affichée en composant, vous avez choisi la table 2 et get start value, la boucle qui va jusqu'à 15, et effectivement maintenant il nous manque une petite fenêtre ici, un petit bouton pour fermer et revenir à la page précédente. On va pouvoir faire ça maintenant par exemple. On va repasser en designer, on va demander à rajouter un bouton en dessous, et dans ce bouton là on va écrire fermer la fenêtre, fermer cette fenêtre. Et donc ce qu'on voulait faire nous, c'est au moment où l'utilisateur ferme cette fenêtre, revenir sur la page appelante, la page précédente, sans savoir exactement qui l'a appelé. Là ici on sait très bien que c'est la screen numéro 1, mais ça pourrait être une autre page. Ici je vais renommer mon bouton fermé. Et donc, je repasse en blocks. Quand le bouton fermé est appelé, quand on va cliquer dessus, je vais simplement faire un close screen. Je vais aller chercher dans le contrôle le close screen qui ferme la fenêtre en cours, actuellement utilisée, et qui donc rend la main à l'appelant. Donc on va vérifier tout de suite que ça fonctionne. Ici, si je fais fermer cette fenêtre, effectivement, ça repart en arrière ici, pour repartir sur la fenêtre précédente, la screen 1. Et je vais essayer cette fois une table un peu plus compliquée, par exemple la table de 1578. Je valide. La table s'affiche. Et pour montrer qu'effectivement on peut encore un petit peu plus modifier les données, là la table s'affiche jusqu'à 15 en dur parce que j'ai mis 15 dans ma boucle. Si je décide de mettre 20 ici comme compteur, ou 30, bon, on va mettre 20 par exemple, pour l'exemple, et que je refais mon calcul, donc je reviens en arrière, fermer cette fenêtre, ça repart sur la screen 1. Je redemande maintenant la table de 55 par exemple, et je valide. Ça prend bien 55 dynamiquement, et cette fois de 1 jusqu'à 20. 20 fois 55, 1100, on a bien notre calcul qui s'affiche pour les 20 lignes, et le retour en la ligne qu'on avait avec le anti/n ici, c'est ce qui permet d'avoir quelque chose de bien propre, cumulé à notre case qui a été cochée multiline pour le textbox. Donc ce premier exercice est terminé, on a vu comment effectuer une boucle, comment faire transiter une information d'une screen 1 à une screen 2. Mais ce qui se passe souvent dans nos projets, c'est qu'on a un peu plus d'informations à faire transiter d'une page à une autre. Donc on va rester sur la même idée, le même concept de départ, mais en essayant de faire un projet 8 bis, qui va s'appeler toujours table de multiplication, mais cette fois, ça sera le prétexte pour voir une boucle while. On peut faire la même chose souvent avec une boucle for, une boucle while, mais on va utiliser cette fois une boucle while pour voir comment elle fonctionne. On verra que c'est la même chose, mais c'est nous-mêmes qui devons gérer le compteur, c'est tout. Et l'objectif, toujours pareil, créer une application à plusieurs fenêtres, comme tout à l'heure, en utilisant cette fois une boucle while, mais en passant des paramètres à la deuxième fenêtre, non pas un seul paramètre comme tout à l'heure, la table de combien, mais la table de combien avec un plancher et un plafond. C'est-à-dire que là, je voudrais par exemple que ça me fasse une table allant de non pas 1 à 10 en dur, mais de 1000 à 1010. Je clique sur afficher la table, ça m'envoie ces trois paramètres. Le premier, le nombre choisi, le deuxième, le plancher, le troisième, le plafond, et je me resserre de ces trois paramètres pour effectuer une boucle dynamique, totalement dynamique, avec 1000 x 3, 3000, jusqu'à 1010, qui est mon plafond ici, x 3, 3030. Puisqu'on a notre projet qui fonctionne déjà avec un seul paramètre, on va en faire un double, ça sera la même structure, et on rajoutera juste les informations qui nous intéressent pour faire notre boucle while et pour rentrer les deux informations qui sont supplémentaires, qui sont le plancher et le plafond. Donc pour faire cela, on va faire project save project as, on va le sauver sous un autre nom.
Donc il nous propose toujours de faire le nom suivi de copie à la fin. Donc on va plutôt appeler ça exo8 bis. Et puis table de multiplication toujours, j'enlève le copie à la fin et je valide. Et donc là on voit le nom du projet en cours. On va voir dès qu'il aura choisi qu'il aura mis bis à la place, qu'il aura remplacé. Voilà, là on est sur la deuxième version, c'est un double, une copie de mon projet sur laquelle je peux continuer à travailler. Donc ce que je voudrais faire, c'est de rajouter tout d'abord un layout pour avoir une structure horizontale dans laquelle je vais rajouter ici de telle valeur à telle valeur, que l'utilisateur puisse saisir son plancher, son plafond. Donc je mets en largeur Fill Parents, je vais mettre, alors dans User Interface, je vais chercher un petit label qui va écrire 2. Hop, ici, 2 points espace, et puis première valeur à saisir, donc là, un textbox. Je vais tout de suite le renommer comme étant le plancher, textbox underscore plancher, et puis je peux même déjà mettre une valeur à 1000, l'utilisateur changera si ça ne lui plaît pas, jusqu'à, donc là encore un label que je viens de rajouter ici, donc c'est pas forcément très beau sur la partie designer, mais ça pourra changer un peu plus joli quand là, on sera sur la partie émulateur ou smartphone. Et puis le deuxième textbox vient se placer à la suite. Donc je peux rentrer la valeur, admettons 1010 par défaut, et puis renommer. Donc c'est le textbox qui nous servira de plafond. Plafond. Et je valide. Ok, si je veux, je peux éventuellement changer un petit peu les tailles pour que ça soit réduit, admettons, en largeur, qu'est-ce que je peux dire, 100 pixels par exemple, pour voir ce que ça donne. Aussi, puis là, c'est à peu près bon pour la deuxième partie. Ou alors je fais deux boîtes équivalentes, 100 pixels et 100 pixels, pour que ça ait à peu près le même look graphiquement. Bon, peu importe, ça c'est vraiment des détails. Ce qui va nous intéresser, c'est ensuite de récupérer ces trois informations pour les faire transiter vers la fenêtre numéro 2. On va donc cliquer sur Blocks pour passer sur la partie noyau fonctionnel et changer un petit peu ce qu'on avait fait tout à l'heure, puisque on avait un seul paramètre à passer tout à l'heure, textbox table désirée.text, c'était la table de 5, 6, 10, etc. Et que là, on a trois informations à faire passer. Il faut donc qu'on utilise une liste. On va cliquer sur List, choisir Make a List, créer une liste. On sait qu'on aura trois entrées à lui fournir. Donc on va cliquer sur la molette et rajouter un item supplémentaire. Et donc le premier élément, c'est effectivement la table de combien. Le deuxième élément, ça sera le plancher. Donc je vais aller chercher dans Textbox plancher son texte, la valeur actuellement saisie, dont mon exemple c'était 1000 si l'utilisateur ne l'avait pas modifié. Et j'ai aussi besoin, en troisième position, de mon plafond. C'était 1010 dans mon exemple. Et je fais passer ces trois informations. Voilà, donc c'est aussi simple que ça. On envoie non plus une seule information, mais un groupe de trois informations, sachant qu'on a un rang, c'est-à-dire ici, on a sur le rang numéro 1 la valeur 1, 2 et 3. Ça commence pas à 0 comme souvent en informatique, disons. Donc de l'autre côté, quand on va récupérer l'élément getStartValue, on ira chercher son rang numéro 1 pour avoir la première position, table désirée, 2 et 3 pour plancher et plafond. À présent, on va se déplacer sur la screen numéro 2. Et ici, on va modifier la manière dont on récupère les données. Tout à l'heure, on récupérait simplement getStartValue, de cette manière-là. Mais ici, getStartValue, c'est maintenant une liste d'informations qui comporte trois sous-informations. Donc on va essayer de récupérer chacune des parties de cette liste. On va cliquer sur List. Là-dedans, rechercher Select List Item ici et récupérer, donc accrocher getStartValue comme étant la liste que l'on veut travailler et essayer de récupérer chacune des positions 1, 2 et 3. Donc ici, on accroche la valeur 1. Ça sera donc la table. On fait un CTRL-C, CTRL-V pour en faire un double. Ça sera mon plancher. En deuxième indice. Et en troisième position, on aura ici le plafond.
Donc ça veut dire qu'on peut faire une petite concaténation ici. Vous avez choisi la table de telle valeur, donc la table de telle valeur, mais en précisant aussi de, admettons, 1000 à 2000, par exemple. Donc je vais rajouter quelques éléments dans ma concaténation. Hop. Donc du texte qui va dire, entre parenthèses, 2, un petit espace, la valeur numéro 2, que je viens d'accrocher ici, jusqu'à, donc encore CTRL-C, CTRL-V, on va dire A tout simplement, A espace, et je vais encore rajouter deux éléments, celui-ci et celui-ci, pour dire jusqu'à la version V3, enfin l'index numéro 3, et je vais fermer ma parenthèse. Ici, donc si on relit, ça dit, ça sera, vous avez choisi la table de, admettons, 8, de 1000 à 1010. Et ensuite, on va changer notre for. Enfin, notre boucle qui se faisait tout à l'heure avec for, on va essayer de la faire cette fois pour changer un petit peu avec la boucle while. Donc la boucle while fonctionne un petit peu différemment de la boucle for qu'on avait tout à l'heure, où on disait je vais partir de l'élément 1 jusqu'au 20, par exemple, avec un pas de 1. Dans la boucle while, l'idée c'est plus de dire je vais tourner tant que quelque chose est vrai. Donc on va aller chercher toujours dans le contrôle une manière de faire une boucle avec while. While, je teste quelque chose, tant que c'est vrai, je reste au cœur de cette boucle. Et donc là, c'est à nous de gérer nous-mêmes le compteur. On va créer un compteur, on va chaque fois incrémenter les pas au sein de la boucle while, et à un moment donné, une fois qu'on aura dépassé la valeur de notre plafond, on va s'arrêter. Donc on va créer une variable ici. Je clique sur variable, je crée initialisation name, et ici je vais inventer un nom de variable qui serait par exemple compteur, et qui au début commence à, quand on arrive sur la page, à ma valeur, CTRL-C, CTRL-V ici, de getStarValue à la deuxième position, c'est mon plancher. Et je vais incrémenter comme ça, mettons 1000, 1001, 1002, 1003 jusqu'à 1010. Donc ce que je dois vérifier dans ma boucle while, c'est est-ce qu'on est bien en dessous de la valeur 1010. Donc je vais dire, je fais un test mathématique en vérifiant une inégalité, enfin plus exactement, est-ce qu'on est inférieur ici? Donc je prends l'égalité et j'ouvre le menu déroulant en disant est-ce qu'on est plus petit strictement? Ici par exemple, est-ce que, alors je récupère mon compteur, get compteur, est-ce que compteur est plus petit que la valeur numéro 3, qui est mon plafond? Tant que cela sera vrai, on va tourner dans la boucle. Et tout de suite, il faut penser donc à incrémenter au sein de cette boucle la valeur du compteur pour que chaque fois, ça fasse plus 1, plus 1, plus 1. Donc on peut le faire immédiatement ici avec set global compteur doit être égal, ça c'est facile, à lui-même plus 1. C'est nous-mêmes qui gérons l'incrémentation de la boucle. Donc on clique sur math, on veut un plus, et on veut quelque chose plus 1. Donc le quelque chose c'est lui-même, le compteur on récupère get compteur, et le plus 1, donc là la valeur 1 mathématique tout simplement. Voilà ce qui se passe au cœur de la boucle. Mais entre les deux, bien sûr, on va faire le travail qu'on faisait tout à l'heure dans le for each, en disant, je fais en sorte que, ça se déplace un petit peu ici, mon textbox table.text soit lui-même modifié de telle et telle valeur. Donc on va le faire venir l'insérer au milieu juste avant ici. Ça n'a plus lieu d'être, je peux le mettre à la poubelle. Oui, je suis sûr d'avoir sélectionné de supprimer ces 4 blocs. Et donc, je vais vérifier maintenant que tout à l'heure on tournait en dur jusqu'à telle valeur. Donc là, mon information c'est plus number, c'est compteur. Il me la met en rouge pour dire attention, warning, là je ne connais pas cette valeur. Ici je récupère ça. Et donc là c'est plus comme tout à l'heure simplement getStartValue. Ici c'est, on va détacher, c'est une forme
particulière de getStartValue, son index à telle position. Donc en l'occurrence, c'est la position numéro 1 pour la table choisie. Et c'est également la position numéro 1 pour l'élément ici qui est derrière le multiplié. Si on relie, ça fait effectivement l'affichage, ce sera retour à la ligne, le compteur, 1, 2, 3, 4, 5, etc., ou 1001, 1002, 1003, multiplié par la valeur de la table choisie, la table de 5 par exemple, est égal à le compteur multiplié par la table choisie. Et ensuite, donc, on vérifie qu'on est bien au cœur de la boucle. Si on dépasse cette valeur, donc là on peut mettre effectivement soit inférieur strictement, soit inférieur ou égal, on aura une sortie de la boucle. À présent, pour tester si tout fonctionne bien, on va se repositionner sur la screen numéro 1. Et donc, pas obligé de repasser par le designer, on peut rester sur les blocs, c'est pareil. Donc, dans notre émulateur, on a maintenant 3 éléments à rentrer. Donc là, c'est déjà pré-rentré pour nous, on pourrait mettre ce qu'on veut. Donc la table 5, par exemple, qui va de 1000 à 1010. Je vais cliquer sur afficher cette table, ça va envoyer vers la screen 2, en passant, comme vous avez compris, les 3 paramètres dans une liste. Et ici, on récupère bien les 3 valeurs. Donc, vous avez choisi la table de 5, de 1000 à 1010, et effectivement, la boucle while fait l'affichage de notre boucle, de notre table de multiplication jusqu'à 1010 x 5, 5050. On peut cliquer toujours sur fermer cette fenêtre pour revenir en arrière, et puis tester une autre valeur. Par exemple, je voudrais la boucle de par exemple 58, la table de 58, et puis on va partir de 1025 jusqu'à 1044, bon peu importe, c'est juste pour tester avec des valeurs un peu exotiques. Afficher la table. Effectivement, le même travail est envoyé, et puis ici on a bien, vous avez choisi la table de 58, 2025 jusqu'à, alors il faut ici 1044 était proposé, on va encore choisir autre chose pour vérifier une dernière fois. La table de 14. Alors bien sûr, il ne faut pas se tromper dans le sens. Vous ne pouvez pas mettre quelque chose qui est 2000 par exemple jusqu'à 1000, puisque la boucle ne fonctionnera pas, sortira tout de suite. Mais il faut rester cohérent, mais on pourrait également ici proposer le pas, quoi. Demander à l'utilisateur 2000 jusqu'à 1010 avec un pas de 2 par exemple, ça serait de 2 en 2. Donc là, dernier essai, on va essayer de 5000 jusqu'à 5010 par exemple, ou 15. Valider cette table de 14. Vérifier ce que ça donne. Une troisième fois, mais a priori, il n'y a pas de problème. Tout s'affiche correctement, on est bien sur la table de 14, de 5000 à 5015, et on a bien l'affichage correctement effectué. Voilà, je vous remercie pour votre écoute concernant ce tuto App Inventor, et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos, toujours concernant App Inventor et Android en général. Merci beaucoup, à bientôt, au revoir.